Imagine la scène. On se trouve face aux diplomates et aux décideurs mondiaux dans l'une des enceintes les plus intimidantes au monde, en fait. Les Nations Unies. Ouais, la pression maximale. C'est ça. Et là, le chronomètre géant affiche très précisément 180 secondes. 3 minutes. Pas une de plus. Et tout ça pour proposer un cadre capable d'ordonner le chaos mondial généré par l'intelligence artificielle. 3 minutes pour régler l'IA. C'est presque comique dit comme ça. Mais c'est exactement la situation vertigineuse dans laquelle s'est retrouvé Maurizio Rizzari au printemps 2026. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre exploration. On va analyser cet instant ultra précis et surtout l'onde de choc inattendue qui a suivi. Complètement. Parce que notre source, c'est un récit vraiment fascinant que l'auteur lui-même a publié sur LinkedIn fin avril 2026. L'article s'intitule « De la consultation de l'ONU à un réseau mondial, ce que j'ai appris de l'expérience à laquelle je ne m'attendais pas ». Et ce qui rend ce témoignage si fondamental, c'est qu'il expose au grand jour un truc qu'on pressentait tous. C'est l'obsolescence totale de nos méthodes de gouvernance actuelles. Ah oui, le fameux décalage. Voilà. En fait, on s'acharne à vouloir encadrer une technologie exponentielle, un truc ultra fluide et sans frontières, avec des outils du XXe siècle. C'est-à-dire des sommets hyper rigides, des silos thématiques et des temps de parole chronométrés à la seconde près. C'est le choc des cultures, quoi. Exactement. Et la véritable thèse qui émerge de cette source, c'est que la bataille de la régulation, elle a déjà quitté le terrain des modèles mathématiques purs. Aujourd'hui, ça se déplace vers un domaine beaucoup plus organique. Le métabolisme de la donnée. C'est ça, le métabolisme de la donnée et les réseaux informels de praticiens. Pour bien saisir l'ironie de la situation, il faut vraiment qu'on visualise l'architecture de cet événement à l'ONU. On parle d'une consultation qui était structurée, autour de 4 groupes thématiques, séparés par des cloisons totalement étanches. Sans aucune communication entre eux. Aucune. Avec une interdiction absolue de faire la moindre digression. Dans son récit, l'auteur explique qu'il s'était préparé de façon très scolaire, il voulait livrer une contribution clinique, parfaitement alignée sur leurs notes d'orientation. Ce qui est la règle du jeu dans ce genre d'institution finalement. Ouais, mais on sait tous que réguler l'IA en un silo, c'est une impasse technique monumentale. Enfin, c'est comme essayer de légiférer sur la qualité de l'eau d'un fleuve gigantesque, tu vois, en postant des inspecteurs uniquement à son embouchure. Sans jamais remonter à la source ? Voilà. Sans s'occuper des usines qui déversent leurs déchets des kilomètres en amont. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut espérer avoir le moindre impact systémique en 180 secondes quand le format même de la discussion fragmente le problème. C'est là qu'est le coup de génie stratégique de Maurizio Rizzari. Face à ce mur du temps imparti, il a fait un truc radical. Il a refusé d'aborder la question sous l'angle de la fameuse boîte noire. Il a esquivé le piège technique, en gros. Complètement. Il n'a pas du tout parlé des milliards de paramètres, des poids synaptiques ou des capacités génératives des modèles. Parce qu'il sait, et on sait tous dans l'industrie, que faire l'ingénierie inverse d'un réseau de neurones profonds pour comprendre pourquoi il a pris telle ou telle décision, c'est une chimère aujourd'hui. C'est mission impossible. Voilà, donc à la place, il a pointé le projecteur exclusivement sur ce qu'il a appelé le cycle de vie conscient des données, le Conscious Data Life Cycle. En déplaçant l'attention de l'algorithme vers son régime alimentaire, il a introduit un périmètre de confiance qu'on peut enfin auditer. C'est super intéressant, ce concept de cycle de vie conscient. Ça sonne incroyablement bien sur le papier, presque comme un slogan marketing, quoi. Mais concrètement, en quoi est-ce une vraie rupture opérationnelle par rapport à, disons, l'hygiène des données que les ingénieurs font déjà tous les jours? Alors, dans sa source, il le décompose en 4 dimensions bien précises. La création, l'utilisabilité, la persistance et la réutilisation. Et si on gratte juste un petit peu la surface, ces 4 piliers cachent des abîmes de complexité. Ah, ça, j'imagine. Si on prend la première dimension, la création, Oui ? on ne parle pas juste de vérifier vite fait si un texte a été scrappé sur Internet au hasard, on est d'accord? Ah non, pas du tout. On parle de la traçabilité complète de la lignée de cette donnée. Lignée, c'est vraiment le terme exact. Donc le pedigree complet de l'information. C'est ça. La création implique de pouvoir prouver, de façon cryptographique ou juridique, le consentement initial et l'origine exacte. Et ça bouleverse totalement la chaîne de valeur actuelle. Aujourd'hui, l'extraction de données se fait par chalutage massif, de manière industrielle et sans discernement. L'utilisabilité. Ouais, et là encore, c'est pas simplement vérifier si la donnée est propre ou s'il n'y a pas de biais grossier. C'est évaluer si sa structure même est compatible avec les objectifs éthiques et opérationnels du modèle cible. Attends, donne-moi un exemple concret parce que c'est abstrait là. Eh bien, une donnée qui est parfaitement exacte, une vraie information,
peut devenir complètement toxique si elle est injectée dans le mauvais contexte d'apprentissage. Le contexte définit l'utilité, pas juste la donnée brute. D'accord, je vois mieux. Ce qui nous amène à la troisième dimension. Et ça, la persistance, c'est probablement le cauchemar technique majeur de notre décennie. Sans exagérer, oui. On le voit bien avec tous les débats qu'on a sur le droit à l'oubli. Comment tu gères la persistance d'une information quand elle a déjà été ingérée, digérée par un grand modèle de langage? C'est le nœud du problème. Moi, j'aime bien utiliser cette analogie. Retirer une donnée spécifique d'un modèle déjà entraîné, c'est vraiment comme essayer d'extraire un os cru d'un gâteau qui vient de cuire au four pendant 2 heures. C'est une excellente image. C'est impossible. Bah ouais, la plupart du temps, t'as pas le choix. Il faut jeter tout le gâteau à la poubelle et recommencer la recette depuis le début. Sauf que recommencer la recette, ça coûte des millions de dollars en puissance de calcul. Et c'est précisément pour ça que ce cadre conscient est révolutionnaire. Il exige que la durée de vie de la donnée soit pensée avant l'ingestion, pas après avoir reçu une mise en demeure juridique. L'anticipation plutôt que la réparation, en fait. Exactement. Et ça s'articule hyper naturellement avec la quatrième dimension, la réutilisation. Aujourd'hui, on le voit bien, les modèles d'IA génèrent des volumes astronomiques de données synthétiques. Du texte, des images créées par l'IA elle-même. Voilà. Et ces sorties, ces résultats sont ensuite réaspirés par de nouveaux modèles pour leur propre apprentissage. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est ça, un Ouroboros numérique. Sans une gouvernance rigoureuse de cette réutilisation, on s'expose à ce qu'on appelle un effondrement du modèle. C'est le moment où l'IA se met à halluciner de manière exponentielle parce qu'elle se nourrit de ses propres déchets numériques. C'est fascinant et effrayant à la fois. Donc, si on résume l'intervention, en 3 minutes chrono, au lieu de plaider pour une énième agence internationale de régulation des algorithmes, il pose direct sur la table un cadre opérationnel pour auditer tout ça. Voilà, une méthode pragmatique. Et le résultat a été immédiat. L'article qu'il a publié décrit une véritable onde de choc. On est passé d'un protocole diplomatique hyper guindé et rigide à une réaction presque viscérale de la part de l'audience. C'est le mot, viscéral. L'auteur parle même d'une fin de continuité. Il a reçu un afflux de demandes de connexion sur LinkedIn et ailleurs qui étaient totalement disproportionnés par rapport à ces misérables 3 minutes de temps de parole. Des messages qui venaient de gouvernements, de l'industrie, du monde universitaire. Et ce retour de flamme massif, en fait, ça révèle une anxiété structurelle énorme. Ces acteurs, qu'ils soient des législateurs ou des développeurs de la Silicon Valley, ils naviguent tous à vue dans un brouillard réglementaire et technique total. Ils cherchent désespérément un phare dans la nuit. C'est ça. En leur offrant cette lentille du cycle de vie conscient, Rizzari ne leur a pas donné une nouvelle loi compliquée. Il leur a fourni une boussole métabolique. Ils ont soudain vu un moyen de découper un problème apparemment insolubles en unités qui sont mesurables et contrôlables. Mais attends, moi je veux bien, mais jouons l'avocat du diable un instant. Vas-y. Quand on lit ce genre de récit de réussite sur une plateforme professionnelle comme LinkedIn, le cynisme est quand même de mise, non? L'auteur dirige lui-même un écosystème commercial qui s'appelle Cirage OS, un système qui est justement conçu pour gérer la vérification et la confiance des données. C'est vrai, la coïncidence est forte. Du coup, est-ce qu'on n'est pas tout simplement face à une démonstration magistrale de piratage d'attention, Genre un pitch commercial super bien déguisé en plaidoyer éthique devant l'ONU, avec au final une belle récolte de prospects qualifiés. C'est une objection hyper légitime, et elle se pose naturellement quand on lit le texte. Cependant, si on analyse les répercussions qu'il décrit, ça invalide totalement l'hypothèse de la simple transaction commerciale. Ah bon? Pourquoi? Parce que le concept a immédiatement échappé à son créateur. Les demandes qui ont inondé sa messagerie ne portaient pas du tout sur l'acquisition d'une licence pour son logiciel. Les gens voulaient s'approprier intellectuellement le modèle lui-même. Il voulait la théorie, pas le produit. Voilà. Des ingénieurs qui bossent sur des bases open source jusqu'aux rédacteurs de politique publique, toute la communauté a absorbé ce terme pour l'appliquer à des environnements qui n'ont strictement rien à voir avec son entreprise Syragos. D'accord, c'est devenu un bien commun. Quand un cadre théorique est coopté par des entités aussi disparates, c'est la preuve irréfutable qu'il vient combler un vide systémique profond, un vide que ni le marché libre ni les institutions n'avaient su nommer jusqu'ici. C'est la différence entre vendre une pompe à eau et expliquer le principe même de la thermodynamique. La communauté n'avait pas besoin d'une pompe, elle avait désespérément besoin de comprendre la thermodynamique. Excellente analogie, c'est exactement ça. Et cette appropriation organique, ça nous amène directement aux 3 grandes leçons que l'auteur tire de cette expérience, des leçons qui dessinent une sorte de feuille de route
pour l'avenir de la gouvernance technologique. Tout à fait. Et la première leçon frappe très fort, directement l'institution elle-même. Il dit que l'ère des consultations ponctuelles est morte et enterrée. Et c'est tellement logique. Les cycles de développement de l'IA, aujourd'hui, ça se mesure en semaines, voire carrément en jours. Réunir des experts mondiaux dans une salle pour écouter des monologues séquentiels tous les 6 mois, ça crée un décalage temporel intenable. Le temps qui fasse le compte-rendu, tout a changé. Mais oui, la technologie a muté 3 fois avant même que les actes officiels du sommet ne soient imprimés. Le besoin qui a été exprimé par ce réseau naissant suite à son intervention, c'est le besoin d'une permanence, un espace continu avec de multiples parties prenantes capables d'itérer à la même vitesse que la technologie qu'il tente d'encadrer. Et ce qui rend la deuxième leçon encore plus percutante, c'est qu'elle concerne le pouvoir de ralliement du vocabulaire. Ça, je trouve ça dingue. C'est crucial. Parce que l'IA a pendant très longtemps souffert d'une barrière linguistique infranchissable. On a vraiment deux mondes. D'un côté, on a des ingénieurs purs et durs qui parlent en vecteurs, en tenseurs, en fonctions de perte. Un jargon hyper mathématique. Ouais. Et de l'autre côté de la rue, on a des juristes et des militants des droits civiques qui parlent en jurisprudence, en discrimination, en proportionnalité. Et il n'y a aucune interface naturelle entre ces deux univers. Ils ne se comprennent pas. Et c'est là que la magie opère. Le cycle de vie conscient des données agit très précisément comme cette interface. Ce n'est pas du code informatique et ce n'est pas non plus du jargon juridique. C'est une cartographie des processus. Une sorte de pierre de Rosette ? Exactement. Un avocat spécialisé dans la confidentialité et un développeur Python peuvent tous les deux regarder la dimension de la persistance dont on parlait tout à l'heure et comprendre immédiatement qu'ils ont un problème commun à résoudre, même s'ils utilisent des outils diamétralement opposés dans leur quotidien. Forger ce langage commun, c'est pas juste un exercice académique, c'est vraiment l'infrastructure préalable à toute politique publique qui se veut applicable. C'est l'infrastructure invisible de la régulation. Voilà. Et c'est là du coup que la troisième leçon intervient, en renversant totalement la hiérarchie de la valeur de ce genre de sommet international. Ce qu'il dit, c'est que le réseau qui se forme dans l'ombre, le réseau d'après l'événement officiel, a infiniment plus de poids que la déclaration ultra policée prononcée au micro. C'est le fameux pouvoir des couloirs. C'est ça. Les institutions créent l'étincelle en réunissant les cerveaux au même endroit, d'accord ? Mais l'incendie intellectuel, lui, il se propage dans les couloirs, dans les cafés d'à côté ou en ligne après coup. Et l'auteur a d'ailleurs matérialisé cette dynamique de façon assez radicale. Il a carrément créé un groupe LinkedIn public, le UN AI Governance Collaboration Forum. Et la règle qu'il a imposée à cet espace est hyper révélatrice de l'état d'esprit. C'est l'interdiction stricte de toute autopromotion. Leur nouveau mantra, c'est construire, pas promouvoir. C'est fort, surtout sur un réseau comme LinkedIn. Ah bah oui, c'est à contre-courant. Mais en refusant d'exploiter ce canal pour des gains à court terme, la communauté valide un principe majeur, le fait que la gouvernance de l'IA est fondamentalement un bien commun. C'est une couche d'infrastructure qui exige même une collaboration désintéressée avant de pouvoir espérer supporter des modèles économiques concurrentiels. C'est vraiment fascinant la façon dont ça a pris, mais il y a un contexte plus large qu'on doit aborder. Ça explique pourquoi la mèche s'est allumée à ce moment précis, en avril 2026. Oui, le timing n'est pas un hasard. Si on avait tenu ce même discours, avec les mêmes mots à l'ONU en 2023, en plein boom de l'IA générative, il serait probablement tombé dans l'oubli total. À l'époque, tout le monde était complètement hypnotisé par la magie de la génération de textes, de poèmes, d'images. On regardait les feux d'artifice, quoi. Tout le monde testait ses prompts. Voilà. Mais en observant les autres publications de l'auteur autour de ce printemps 2026, on comprend que le climat psychologique de toute l'industrie a subi une mutation violente. Les titres de ses propres articles brossent vraiment le portrait d'une ère post-émerveillement. La littérature parallèle de l'auteur est en effet un véritable sismographe des préoccupations de 2026. Lorsqu'il publie des textes sur le thème « Naviguer dans le paysage de la conformité de l'IA, souveraineté, responsabilité et le problème de la boîte noire », il met le doigt sur un truc majeur. L'épuisement des grandes organisations. Elles sont fatiguées de l'IA. Pas de l'IA elle-même, mais du chaos qui l'entoure. Les entreprises ont intégré l'IA, elles ont vu les incroyables gains de productivité, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, elles se heurtent de plein fouet au mur de la réalité opérationnelle. Les fameux effets secondaires ? Oui, les violations massives de droits d'auteur, les fuites de données propriétaires critiques, les hallucinations des modèles qui engagent directement leurs responsabilités légales et financières.
L'émerveillement technologique de 2023 laissait la place à une sorte de gestion de crise permanente. Il y a une formule vraiment redoutable dans l'un de ces textes que j'ai relevé. Il dit « Quand l'IA cesse de jouer la certitude et commence à exposer la réalité ». C'est brillant. Bah oui, ça résume tout. Pendant des années, l'industrie de la tech nous a vendu des oracles numériques, des boîtes capables de cracher des réponses avec une assurance mathématique terrifiante, totalement indépendamment de la véracité de l'information. L'illusion du savoir absolu. Exactement. Et aujourd'hui, les gouvernements, les conseils d'administration, les PDG, ils ne veulent plus de ce magicien qui sort un lapin de son chapeau en leur demandant juste de croire à l'illusion, tu vois. Fini la magie. Ils veulent agir en inspecteurs des impôts. Ils exigent de voir tous les reçus de chaque donnée utilisée. Ce passage de la foi aveugle, de la magie à l'exigence de preuves, c'est le grand pivot de l'industrie. Un autre texte de Rizari aborde justement la transformation des connaissances d'entreprise en, je cite, « réponse certifiée ». Il martèle que la vérification l'emporte sur la confiance. On ne fait plus confiance par défaut. Plus du tout. On ne peut plus demander à une société ou à un hôpital ou à une banque de faire aveuglément confiance à une architecture opaque. L'engouement suscité à l'ONU pour son cycle de vie des données, ce n'est que la traduction diplomatique de cette réalité très concrète du marché. La conformité n'est plus une option. Voilà. La conformité, les règles éthiques, ce n'est plus vu comme une simple série de cases à cocher juste pour éviter des amendes de la part des régulateurs. Ça devient le prérequis absolu pour déployer l'IA à l'échelle industrielle et commerciale. C'est le renversement total du paradigme d'innovation de la décennie précédente. Tu sais, le fameux « bouger vite et casser des choses » de la Silicon Valley. Le fameux « move fast and break things », ouais. Il est bien mort, celui-là. Ah, ça oui. Désormais, c'est la rigueur métabolique, la traçabilité chirurgicale de la donnée qui devient le véritable avantage stratégique sur le marché. En gros, si tu ne peux pas prouver de façon transparente d'où vient l'information qui alimente ton système n'a aucune valeur commerciale ou institutionnelle sur le long terme. Personne n'en voudra. Et c'est pour ça que ce fameux cycle de vie conscient est devenu, de fait, le protocole d'audit standard de cette nouvelle ère. L'industrie arrive enfin à maturité. Il était temps. Elle comprend que les rails et les freins ne sont pas là pour empêcher le train d'avancer. Au contraire, ils sont là pour lui permettre de rouler beaucoup plus vite, sans risquer de dérailler à chaque virage. Et c'est en maîtrisant ces 4 dimensions spatiales et temporelles de la donnée qu'on construit ces fameux rails de sécurité. C'est une super image. Donc, le voyage qu'on vient de retracer au cours de cette analyse, c'est vraiment un condensé parfait des tensions de notre époque. On démarre dans une salle surcodifiée, enfermée dans des protocoles immuables, le chrono qui tourne. L'ancien monde. Voilà. Pour aboutir à une prise de conscience foudroyante qui se répand comme une traînée de poudre à travers un réseau mondial de praticiens interconnectés. Et tout ça grâce à quoi? Un simple changement de prisme. Regardez la donnée plutôt que l'algorithme. Ça a suffi à catalyser la frustration mondiale en un mouvement collaboratif tangible. Et cette bascule démontre une chose essentielle. Au-delà de la course à la puissance de calcul ou au nombre de GPU, c'est la clarté conceptuelle qui fait défaut aujourd'hui. L'alphabétisation autour du cycle de vie des données, ça dépasse très largement le cadre des spécialistes de la donnée. C'est devenu incontournable, pour tout le monde. C'est devenu la grammaire de base, que ce soit pour naviguer sur le web, pour légiférer, ou tout simplement pour survivre dans un environnement numérique où la frontière entre ce qui est organique, créé par l'homme, et ce qui est synthétique est définitivement abolie. Une grammaire de base qui, au final, s'écrit bien loin des estrades officielles et des microphones de l'ONU. Et c'est cette pensée précise qu'il faut garder en tête en refermant cette exploration. C'est le point fondamental, oui. Parce que, réfléchissons 2 secondes, si un concept capable de réorienter la gouvernance mondiale de l'IA trouve sa validation et même son déploiement opérationnel, non pas dans une grande résolution officielle de l'ONU, mais plutôt dans les échanges fébriles d'un réseau clandestin de professionnels qui cherchent des solutions sur un forum public LinkedIn, Ça pose question sur l'utilité du système. exactement. Ça pose une question hyper troublante sur la mécanique même de notre pouvoir et nos institutions. Est-ce que nos institutions traditionnelles, complètement engluées dans leur propre inertie, sont devenues de simples théâtres, des endroits où l'on se contente de constater les problèmes? Pendant que l'action se passe ailleurs. Voilà. Tandis que la véritable architecture du monde de demain, les vraies règles du jeu, se forgent dans l'ombre, portées par ces communautés fluides et horizontales de praticiens de la donnée. C'est une question qu'on vous laisse méditer.